Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du QI, quotient intellectuel. Alors qu'est-ce que le QI? Comment fonctionne la mesure du quotient intellectuel? Est-ce que le QI mesure-t-il vraiment l'intelligence? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Alors comment est-on arrivé au test du QI? Donc on va faire un petit peu d'histoire, c'est très important. En 1890, pour mesurer les différentes aptitudes entre les étudiants américains, McKean-Cattell utilise un test. Et c'est la première fois d'ailleurs que le terme de mental test est employé. Et au début du XXe siècle, donc l'État français s'inquiète de l'échec scolaire. Donc il fait intervenir Alfred Binet et Théodore Simon pour élaborer une méthode afin de détecter les élèves faibles scolairement. C'est alors que le premier véritable test d'intelligence, donc en 1905, est mis au point. Et celui-ci mesure l'échelle métrique de l'intelligence. Il s'agit donc d'une estimation du degré de développement intellectuel de l'enfant. C'est certainement d'ailleurs la méconnaissance de ces travaux qui a fait que l'on attribue, à tort d'ailleurs, le test du QI à Alfred Binet. Et le nom de quotient intellectuel a été inventé ou prononcé pour la première fois en 1912 par l'allemand Wilhelm Stern, même si Wilhelm Stern s'est largement inspiré des travaux d'Alfred Binet. Et le test du QI ne reste utilisable qu'aux enfants et non pas aux personnes d'âge adulte. Le test évaluant l'intelligence des personnes adultes a été créé en 1939 par l'américain David Wechsler. Et pour construire son test, David Wechsler utilise la mesure par rang. C'est cette mesure qui utilise la loi normale de Gauss. Même si on est loin du test du QI de Wilhelm Stern, le terme de quotient est malgré tout conservé. Alors comment le QI a-t-il popularisé? Deux événements ont contribué à mettre de l'importance au QI et de le populariser. Le premier a eu lieu en 1961. Au cours des 3 jours du service militaire, un jeune travailleur agricole, presque illettré, obtient un résultat au test du QI très largement supérieur à la moyenne. En seulement 5 ans, et oui, 5 ans, ce jeune travailleur agricole obtient son diplôme d'ingénieur et poursuit ses études avec un doctorat. Et cette histoire a fait grand bruit. Elle est amplifiée en 1963 par un second événement, celui d'un jeune enfant au QI exceptionnel qui réussit à décrocher le bac à l'âge record de 13 ans et demi. Alors comment est construit le test du QI? Alors, le QI classique, donc appelé aussi QI en âge mental, est un rapport entre l'âge mental que donnent les résultats du test sur l'âge réel. Le résultat de ce rapport est multiplié par 100. Par exemple, un enfant de 10 ans ayant les mêmes résultats que la moyenne des enfants de 12 ans a donc 12 ans d'âge mental. Son QI est donc de 120, c'est-à-dire 12 divisé par 10 fois 100. Et le QI par rang ou QI standard correspond au rang auquel se situe une personne relativement à la population. La population est représentée par une courbe normale en cloche, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Au moment de leur conception, les tests sont étalonnés pour que les résultats suivent approximativement la courbe en cloche. Et historiquement, les tests du QI fixent la moyenne à 100. Mais l'écart type varie selon les tests et les pratiques. S'il est le plus souvent fixé à 15, donc on parle alors d'un QI standard, l'écart type peut varier de 16 à 24. C'est ainsi que les résultats et les moyennes qui sont extraites et une évaluation différente d'un examinateur à l'autre, voire même d'un pays à l'autre. Donc 99,74% de la population a un quotient compris entre 55 et 145. Et 2,14% de la population a un quotient compris entre 130 et 145. Il ne faut donc pas perdre de vue que le quotient intellectuel ou QI, donc ça c'est l'abréviation, est avant tout le résultat d'un test psychométrique. Croisé et corrélé avec un examen psychologique, on obtient un étalonnage plus qu'une mesure encore bien approximative de l'intelligence. Bref, faire une évaluation basée uniquement sur le résultat du test du QI n'est pas vraiment pertinent. C'est la raison pour laquelle nombre de spécialistes en psychologie critiquent la seule prise en compte de la notion du QI. C'est une nouvelle thérapie qui nous vient de la Californie. Ça s'appelle la thérapie du miroir, justement. Alors, chaque session va se passer comme ça, vous, devant vos propres réflexions. Allez-y, tournez-vous. Allez-y, allez. Alors, j'aimerais pour commencer
que vous parliez. On va se parler? Non. Je veux que tu te parles, Alex, devant ta réflexion. Ah, ok. Ça c'est facile, moi j'ai de la fatigue. Salut Alex, ça va? Bien. Bah écoute, je voulais te dire, je suis assez fière de toi parce que cette année n'a pas été facile et je trouve que vraiment tu t'en es bien sorti et je voulais t'encourager. Bravo, je suis fière de toi. Bon. Allez-y, Ok, allez-y. alors, salut Bob, t'as une telle intelligence que m'insulte au reste du monde. Un QI de 180 et une difficulté de te mettre au niveau des autres, hein. Voilà, donc en fait, je suis obligé de baisser mon niveau, autrement on ne comprend pas, hein. Donc voilà quoi, donc d'où en fait tes problèmes de difficulté, et il y en a là-dedans. Alors le QI ne mesure que certaines aptitudes logico-mathématiques par rapport à la moyenne de la population. Même si le QI est un indicateur intéressant, l'intelligence est présente sous plusieurs formes. N'empêche, avoir un QI supérieur à la moyenne facilite grandement les choses. En essayant de comprendre pourquoi des enfants pouvaient être en échec scolaire et en quoi ceux-ci pouvaient être tout aussi intelligents que les autres, en 1983, dans son livre Frame of Mind, théorie des intelligences multiples, Howard Gardner identifie 7 formes différentes d'intelligence. Donc là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les intelligences multiples, mais là, on va les rappeler. Hein. Vous avez l'intelligence verbale, linguistique, visuelle, spatiale, musicale, rythmique, mathématique, logique, interpersonnelle, relationnelle, kinesthésique, corporelle. Et aujourd'hui, il est commun de rajouter une autre forme d'intelligence, à savoir l'intelligence intrapersonnelle, qui est la capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même. Et en 1995, le psychologue Daniel Goleman développe le concept d'intelligence émotionnelle qui aboutit à définir le QE, le quotient émotionnel, sorte de successeur du QI. Alors, des études ont montré que le QI n'intervenait qu'environ pour à peine 20% de la réussite professionnelle. Alors, je ne vais pas vous citer toutes ces études, dont vous pouvez en trouver quelques-unes dans les sources, hein, donc dans la page de sources, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante. C'est une étude basée sur les données de 7403 Américains sous l'impulsion du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, donc le bureau des statistiques, hein, pour faire ça en clair en français. Et cette enquête a été menée par Jay Zagorski, désolé pour la prononciation, du Centre de recherche sur les ressources humaines de l'État de l'Ohio. Les mêmes personnes ont été donc interrogées à plusieurs reprises au fil du temps depuis 1979. Et les résultats ont confirmé les recherches d'autres chercheurs qui montrent que les personnes ayant des scores de QI les plus élevés ont tendance à gagner des revenus plus élevés. Mais en ce qui concerne la richesse totale et la probabilité de difficultés financières, les personnes d'intelligence inférieure à la moyenne, et même moyenne, s'en sortent très bien par rapport aux super intelligents. L'étude n'a pu trouver aucune relation forte entre la richesse totale et l'intelligence. Les gens ne deviennent pas riches simplement parce qu'ils sont intelligents, donc déclare Jay Zagorski. Votre QI n'a vraiment aucun rapport avec votre richesse et être très intelligent ne vous protège pas des difficultés financières. Le seul indicateur financier dans lequel l'étude a révélé qu'il était payant d'être intelligent était le revenu. Hein, donc ceux qui ont des scores de QI les plus élevés ont tendance, bien entendu, à être payés plus que les autres. Quant à la relation entre le QI et l'efficacité au travail, bien, le bon sens voudrait qu'il y ait une corrélation évidemment forte. Or, surprise, lorsqu'on regarde les études qui ont été faites postérieures aux années 70, on s'aperçoit que la relation est loin d'être évidente. Il n'y a pas forcément une corrélation. Parce que le test du QI dans sa conception et dans sa méthodologie est remis en cause. Donc voilà, la corrélation n'est pas du tout, pas forcément évidente, en tout cas dans les études et les méta-études, parce que le test du QI dans sa méthodologie même est contesté et remis en cause. Enfin, je vous engage aussi à voir la vidéo très intéressante d'Idriss Aberkan sur le sujet, sur le QI, où il s'appuie notamment sur les travaux de Nassim Nicolas Taleb,
pour expliquer en quoi le QI, donc quotient intellectuel, est une absurdité et relève du charlatanisme. Et oui, rien que ça. Voilà, cette vidéo se termine. Merci de m'avoir écouté. Un like si vous avez aimé. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et bien entendu, comme d'habitude, vous trouvez les sources en description avec la page sources. Hein. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao!